Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir dans une pièce remplie de personnes censées être de votre côté et de voir chacune d'entre elles décider que vous étiez le problème? Moi, oui. J'étais assise dans une salle d'audience du tribunal de Lyon, vêtue d'un blazer gris que j'avais repassé 3 fois ce matin-là, tandis que ma tante se tenait à la table des demandeurs et affirmait à un juge que j'avais volé les économies de toute une vie de ma grand-mère. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement croisé les mains sur la table et j'ai attendu, car j'avais passé 14 mois à monter le dossier qui allait la détruire. Ma grand-mère m'a élevée. C'est la partie que les gens ne comprennent pas toujours quand je raconte cette histoire. Ma mère est partie quand j'avais 4 ans. Pas de façon dramatique, pas après une dispute, juste silencieusement, comme certaines personnes s'en vont. Elle a fait son sac un mardi et le jeudi, elle était à Nice avec un homme qu'elle avait rencontré lors d'une conférence. Mon père a fait de son mieux pendant environ 2 ans, puis il s'est remarié et s'est installé à Strasbourg. J'avais 7 ans. Ma grand-mère, Mamie Suzanne, a dit « Laisse l'enfant avec moi ». Et c'était réglé. Elle vivait dans une maison de 4 pièces à Villeurbanne, juste à la sortie de Lyon. Elle avait un jardin à l'arrière avec des tomates qui ne mûrissaient jamais complètement et un carillon éolien sur le porche que j'entends encore parfois quand je suis à moitié endormie. Elle a travaillé comme administratrice scolaire pendant 31 ans. Elle était prudente avec l'argent, de la manière dont le sont les gens qui ont grandi sans rien, chaque reçu était conservé, chaque facture payée 2 semaines à l'avance, chaque euro comptabilisé. Quand j'avais 12 ans, elle m'a fait asseoir à la table de la cuisine et m'a montré un dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés de compte, une copie de son testament et un document que je ne comprenais pas entièrement à l'époque, une fiducie révocable. Elle a pointé mon nom du doigt. « Tu es l'unique bénéficiaire », a-t-elle dit. « Quand je ne serai plus là, tout ceci est à toi, mais seulement si je décide qu'il en reste ainsi. » Elle a souri en disant cette dernière partie. Mamie Suzanne avait le sens de l'humour pour tout. J'ai grandi dans cette maison. Je suis allée à l'université Lyon 2 avec une bourse partielle et j'ai servi des tables dans un restaurant des Brotteaux pour couvrir le reste. J'ai obtenu mon diplôme en expertise comptable et j'ai été embauchée dans un cabinet de taille moyenne au centre-ville de Lyon, spécialisé dans les successions et la juricomptabilité. J'avais 24 ans. J'étais fière de moi. Mamie Suzanne a fait un gâteau. Ma tante Valérie, la sœur cadette de mon père, avait été une présence dans nos vies comme la météo est une présence. On ne la remarque pas vraiment jusqu'à ce qu'elle devienne mauvaise. Elle venait pour les fêtes. Elle appelait Mamie Suzanne pour les anniversaires. Elle était agréable de la manière dont les gens sont agréables quand ils attendent quelque chose. Elle a 17 ans de moins que mon père, ce qui la rendait plus proche de mon âge que du sien. Elle a épousé un homme nommé Olivier, qui vendait de l'immobilier commercial et qui a bien réussi pendant environ 10 ans avant que la roue ne tourne. À l'époque où j'avais environ 28 ans, Valérie et Olivier vivaient dans une maison à Écully qui coûtait plus cher que ce qu'ils pouvaient se permettre, conduisant des voitures pour lesquelles ils avaient 2 mensualités de retard. Et prenant des vacances qu'ils affichaient sur Instagram alors que leur carte de crédit atteignait silencieusement leur plafond. Mamie Suzanne le savait. Elle n'était pas naïve, mais elle aimait Valérie de la façon dont on aime les membres difficiles de la famille, avec patience et une sorte de détermination fatiguée. Lorsque Mamie Suzanne a reçu un diagnostic de démence vasculaire précoce à 78 ans, Valérie est apparue, non pas brusquement, mais progressivement. Un coup de téléphone par-ci, une visite par-là, des offres d'aide pour conduire Mamie Suzanne à ses rendez-vous, pour gérer ses médicaments, pour m'enlever un peu de pression. Je travaillais de longues heures à l'époque, essayant de devenir collaboratrice senior, et je me suis dit que l'implication de Valérie était une bonne chose, que c'était la famille qui prenait le relais. Je veux être claire, ce fut l'erreur la plus coûteuse que j'ai jamais commise. La première chose que j'ai remarquée était minime. Mamie Suzanne a mentionné en passant qu'elle avait donné un peu d'argent à Valérie pour l'aider avec quelques factures. J'ai demandé combien. Elle a fait un geste de la main. Pas grand-chose, ma chérie. Elle avait besoin d'aide. J'ai laissé couler. C'était son argent. La deuxième chose était moins anodine. Je passais en revue des documents pour Mamie Suzanne. Elle m'avait demandé de l'aider pour ses impôts cette année-là,
et j'ai remarqué que 3 virements automatiques avaient été mis en place depuis son compte courant principal. 2 allaient à des fournisseurs d'énergie. 1 allait vers un compte que je ne reconnaissais pas. Je lui ai posé la question. Elle a regardé le relevé pendant un long moment et a dit « C'est Valérie qui s'occupe de celui-là ». J'ai consulté l'historique des virements. Sur 8 mois, 2 400 € avaient été transférés vers ce compte par tranche de 300 €. Pas assez pour être alarmant en soi. Assez pour me rendre silencieuse pour le reste de la soirée. Je n'ai rien dit à Valérie. Pas encore. Je suis rentrée chez moi et je me suis assise à la table de ma cuisine dans mon appartement de la Guillotière et j'ai réfléchi à ce que je faisais dans la vie. Je trouvais de l'argent disparu. Je le traçais. Je le documentais. Je montais des dossiers qui tenaient la route devant les tribunaux. J'ai pensé que si je disais quelque chose maintenant, elle effacerait ses traces. Elle déplacerait les fonds, prétendrait qu'il s'agissait d'un cadeau, obligerait mamie Suzanne à signer quelque chose. Elle jouerait la carte de la famille et je finirais par passer pour la petite fille paranoïaque qui accuse les gens à table. J'ai donc fait le contraire. Je n'ai rien dit. J'ai ouvert un tableur Excel. Je veux vous raconter à quoi ont ressemblé les 14 mois suivants parce que je pense que les gens comprennent mal ce que signifie documenter quelque chose comme ça. Ce n'est pas passionnant. Ce n'est pas un montage rapide de film. C'est être assise devant un ordinateur portable à 22 h un mercredi soir après une journée de travail complète, à éplucher les relevés bancaires ligne par ligne. C'est appeler le service des fraudes de la banque et poser des questions prudentes sans déclencher quoi que ce soit de prématuré. C'est prendre des photos de documents chez mamie Suzanne quand Valérie n'était pas là et les télécharger dans un dossier sécurisé que je gardais sur un disque crypté. Valérie avait fait plusieurs choses et elles étaient plus sophistiquées que ce que je lui avais initialement accordé. Elle s'était imposée comme le principal point de contact de mamie Suzanne avec la banque. Pas légalement, juste en pratique. Elle avait emmené mamie Suzanne pour mettre à jour certaines informations et avait fait inscrire son numéro de téléphone comme contact secondaire. Cela signifiait que certaines alertes et notifications parvenaient d'abord à Valérie. Elle avait configuré ce compte de virement externe aux 2 noms, le faisant passer pour un compte de paiement de facture joint. Elle avait dit à mamie Suzanne que c'était pour les dépenses ménagères. L'argent qui y entrait n'en ressortait jamais pour les dépenses ménagères. Il allait vers une carte de crédit au nom d'Olivier. Elle avait également commencé, sur une période d'environ 6 mois, à effectuer de petits achats sur une carte secondaire rattachée au compte de mamie Suzanne. Le genre de carte que l'on ajoute pour un membre de la famille, des courses, de l'essence, puis une séance de spa, puis un week-end à l'hôtel à Annecy. Chaque débit était individuellement explicable, mais ensemble, ils formaient un modèle. Mais la chose qui m'a glacée, la chose qui a fait dresser les poils de mes bras quand je l'ai trouvé, était un document que j'ai découvert dans un dossier du classeur de mamie Suzanne un dimanche après-midi de février. C'était un avenant à la fiducie. La fiducie originale de mamie Suzanne me nommait unique bénéficiaire. Cet avenant, daté de 7 mois plus tôt, ajoutait Valérie comme co-bénéficiaire avec une part de 50%. La signature de mamie Suzanne y figurait. Il avait été certifié par un notaire. J'ai photographié chaque page. J'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans ma voiture dans le parking souterrain pendant 20 minutes avant de monter. Ensuite, j'ai appelé mon collègue Marc qui s'occupe de l'analyse de documents. Je lui ai posé une question hypothétique sur ce à quoi cela ressemble quand une personne âgée souffrant de déclin cognitif signe quelque chose qu'elle ne comprend pas entièrement. Il m'a demandé pourquoi je posais la question. J'ai dit que je lui expliquerai plus tard. Mamie Suzanne est décédée en octobre. Elle est partie paisiblement dans son sommeil, comme elle l'aurait souhaité. Je lui tenais la main dans la chambre des soins palliatifs alors qu'un vent soufflait à l'extérieur et je pensais aux tomates de son jardin et aux carillons sur le porche et à tous les samedis matins où elle m'avait préparé le petit déjeuner avant que je ne sois complètement réveillée. Valérie est arrivée à l'hospice 40 minutes après que je l'ai appelée. Elle était déjà composée d'une manière que j'ai mis un moment à comprendre. Puis j'ai réalisé qu'elle s'attendait à cet appel. Elle s'était préparée. La semaine après les funérailles, Valérie m'a appelée. Elle était chaleureuse,
compatissante, prudente. Elle m'a dit qu'elle voulait que nous travaillions ensemble pour régler la succession. Elle a mentionné délicatement qu'elle était au courant de l'avenant à la fiducie. Elle a dit qu'elle espérait qu'il n'y aurait pas de complications. Je lui ai dit que j'étais sûre que tout irait bien. Ensuite, j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelle Maître Lefebvre et elle s'occupe de contentieux successoriaux à Lyon depuis 22 ans. J'ai exposé tout ce que j'avais, chaque document, chaque relevé de virement, chaque photographie, chaque note que j'avais prise avec les dates et les heures. Elle est restée silencieuse pendant un long moment après que j'ai fini. Puis elle a dit, « Vous avez fait tout ça toute seule. » J'ai répondu, « C'est mon métier. » Elle a dit, « Nous pouvons travailler avec ça. » Valérie a déposé une requête la première. Elle a demandé au tribunal judiciaire de faire reconnaître l'avenant à la fiducie et de me révoquer de mon rôle d'administratrice, affirmant que j'avais manipulé Mamie Suzanne dans ces dernières années et que je l'avais forcée à signer les documents originaux qui ne reflétaient pas ses véritables souhaits. Elle a présenté une lettre d'un médecin, un certain docteur Alain Morel, dont le cabinet se trouvait à mes yeux, affirmant que sur la base d'un examen des antécédents médicaux de Mamie Suzanne, elle manquait probablement de la capacité cognitive pour prendre des décisions successorales judicieuses dans ces dernières années. Le docteur Morel n'avait jamais rencontré ma grand-mère. Il ne l'avait jamais examinée. Sa lettre était basée sur un résumé des dossiers que Valérie lui avait fournis de manière sélective. L'audience était prévue un jeudi de mars. J'ai porté le blazer gris. Je l'ai repassé 3 fois. L'avocat de Valérie a commencé. C'était un homme de grande taille nommé Maître Girard qui parlait avec les tons mesurés et rassurants de quelqu'un qui a passé des années à faire passer des choses déraisonnables pour parfaitement raisonnables. Il a guidé le juge à travers l'avenant à la fiducie. Il a parlé du déclin de la santé de Mamie Suzanne. Il a suggéré avec délicatesse mais sans équivoque que j'avais profité de la dépendance d'une femme âgée envers moi. Il a appelé Valérie à la barre. Elle était calme. Elle a raconté à quel point elle et Mamie Suzanne étaient proches. Elle a parlé de tous les rendez-vous où elle l'avait conduite, de toutes les soirées qu'elle avait passées à la maison. Elle a pleuré au bon moment. Elle était très douée. Ensuite, Maître Girard a appelé le docteur Morel. Le docteur Morel était un petit homme d'une 60aine d'années qui parlait avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été sérieusement remis en question. Il a expliqué ses qualifications. Il a décrit la démence vasculaire en termes généraux. Il a déclaré que sur la base des dossiers qu'il avait examinés, c'était son opinion professionnelle que ma grand-mère avait montré des signes de troubles cognitifs compatibles avec une capacité de décision altérée au moment où la fiducie originale a été établie. Maître Girard a hoché la tête gravement et a dit « Je n'ai plus de questions ». Maître Lefebvre s'est levé. Elle a demandé au docteur Morel combien de fois il avait personnellement examiné ma grand-mère. Il a répondu qu'il avait examiné ses dossiers médicaux. Elle a demandé à nouveau. Combien de fois l'aviez-vous personnellement examiné? Un silence. J'ai examiné un résumé du docteur. Oui ou non? Avez-vous déjà effectué un examen personnel de Suzanne Delaney? Non. Maître Lefebvre a laissé planer ce silence un instant. Puis elle lui a demandé où il s'était procuré les dossiers médicaux qu'il avait examinés. Il a dit qu'ils lui avaient été fournis par le bureau de la demanderesse. Elle a demandé s'il avait demandé l'intégralité de son dossier médical ou s'il en avait reçu une sélection. Il a dit qu'il avait reçu un résumé. Elle a demandé s'il était conscient que ces dossiers avaient été compilés et édités par la demanderesse elle-même. Maître Girard a protesté. Le juge a rejeté l'objection. Le docteur Morel a bougé sur son siège. Maître Lefebvre a introduit la pièce A, le dossier médical complet de Mamie Suzanne provenant de son médecin traitant, obtenu directement auprès du cabinet avec une décharge signée que j'avais sécurisée 8 mois plus tôt. Elle a guidé le juge à travers 3 évaluations cognitives distinctes menées par le véritable neurologue de Mamie Suzanne sur une période de 4 ans. Dans chacune d'elles, ma grand-mère avait été évaluée comme ayant un trouble cognitif léger, et non une incapacité, ni une impossibilité de prendre des décisions juridiques, léger, gérées, surveillées. Elle a présenté les notes du neurologue lui-même qui indiquait spécifiquement que, 18 mois avant l'avenant contesté, Suzanne Delaney était orientée,
communicative et capable de participer de manière significative aux décisions concernant ses affaires personnelles. Elle a ensuite introduit la pièce B, une déposition du notaire qui avait été témoin des documents originaux de la fiducie, pas de l'avenant. Le notaire déclarait que Suzanne Delaney était alerte, qu'elle avait posé des questions de clarification et qu'elle avait spécifiquement demandé qu'une clause lui soit relue avant de signer. Les personnes que l'on manipule pour signer des choses ne demandent pas qu'on leur relise des clauses. Maître Lefebvre a fait une pause et a regardé le juge. Puis elle a dit, « Monsieur le juge, puis-je m'approcher ?» Ce qui s'est passé ensuite est ce vers quoi j'avais tendu pendant 14 mois, et je veux le décrire avec soin parce que je pense que les détails comptent. Maître Lefebvre a présenté au juge une analyse de documents certifiés réalisée par Marc, un expert en documents médico-légaux qualifié auprès des tribunaux. Son analyse montrait que la composition de l'encre et le type de papier de l'avenant à la fiducie ne correspondaient pas aux documents produits autour de la date indiquée. Son analyse montrait également des micro-tremblements dans la signature de ma grand-mère sur l'avenant qui étaient incohérents avec sa signature sur des documents de la même période et cohérents avec une signature produite sous un inconfort physique ou une pression externe. Elle a présenté les dossiers financiers, tous, le compte de virement externe, la carte de crédit secondaire, la chronologie des frais, la correspondance que j'avais photographiée entre Valérie et Olivier, faisant référence à des montants spécifiques qui correspondaient à l'euro près au virement sorti du compte courant de mamie Suzanne. Elle a présenté des relevés téléphoniques montrant que Valérie avait appelé le bureau du docteur Morel 11 fois au cours des 6 semaines précédant la rédaction de sa lettre. Le juge, un homme d'un certain âge nommé le juge Beaumont, a retiré ses lunettes de lecture et les a posées sur son bureau. Il a regardé Valérie pendant un long moment sans parler. Puis il a dit, « Madame Valérie, aimeriez-vous me dire qui a autorisé ces virements, ou dois-je demander à votre avocat d'expliquer d'abord les relevés téléphoniques ?» La salle d'audience était silencieuse. Valérie a regardé Maître Girard. Maître Girard a regardé la table. J'ai regardé droit devant moi. Le juge Beaumont n'a pas statué immédiatement ce jour-là. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le tribunal, et je veux être exact à ce sujet. Mais il a ordonné un audit jury comptable immédiat de tous les comptes liés à la succession de ma grand-mère, a nommé un administrateur indépendant pour superviser la fiducie en attendant la décision finale, et a renvoyé la question de la lettre du docteur Morel au Conseil de l'Ordre des médecins pour examen de potentielles violations éthiques. Il a également noté au procès-verbal que les preuves présentées soulevaient de sérieuses questions concernant l'authenticité de l'avenant à la fiducie et qu'il transmettait le document au procureur de la République pour une enquête sur une éventuelle fraude. Maître Girard a demandé une suspension d'audience. Le juge a refusé. 3 mois plus tard, l'avenant à la fiducie a été invalidé. Le tribunal a conclu qu'il avait été exécuté dans des circonstances qui ne répondaient pas aux normes juridiques d'un avenant valide. Plus précisément, qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes que ma grand-mère avait reçu un conseil juridique indépendant, qu'elle avait reçu une information complète ou qu'elle avait été dans un état exempt d'influence indue. L'audit financier a révélé 45 000 € de virements et de frais non autorisés sur une période de 22 mois. Valérie a été condamnée à rembourser chaque euro. Lorsqu'il est devenu clair qu'elle n'avait pas 45 000 € de fonds disponibles, son avocat a négocié une hypothèque sur la maison d'Écully. Elle et Olivier ont depuis déménagé dans une location à Vénissieux. Le docteur Morel a reçu un blâme formel du Conseil de l'Ordre et fait actuellement l'objet d'une action civile distincte. Ce n'est pas moi qui l'ai déposé. Quelqu'un d'autre l'a fait. Je vis toujours à la Guillotière. Je travaille toujours dans le même cabinet, bien que je sois passé senior il y a 8 mois. Je vais à Villeurbanne les week-ends parfois et je m'assois dans le jardin de mamie Suzanne, que j'ai entretenu du mieux que j'ai pu. Les tomates ne mûrissent toujours pas complètement. Le carillon est toujours sur le porche. Les gens me demandent comment je suis restée calme pendant tout ce temps. Comment je me suis assise en face de Valérie aux funérailles, au dîner de famille avant le dépôt de la plainte, dans la salle d'audience, sans rien montrer. Je leur dis la vérité. Je n'étais pas calme. J'étais concentrée. Ce sont des choses différentes. Le calme signifie que vous ne ressentez rien. La concentration signifie que vous ressentez tout et que vous l'utilisez. J'ai été en colère pendant 14 mois.
J'étais en colère chaque fois que j'ouvrais ce tableur. J'étais en colère chaque fois que je passais devant la maison d'Écully en pensant à ce que cet argent avait payé. J'étais en colère quand j'ai lu la lettre du docteur Morel et que j'ai réalisé que quelqu'un avait essayé d'utiliser la maladie de ma grand-mère comme une arme contre sa mémoire. Mais je n'ai laissé rien de tout cela aller plus vite que l'épreuve. Mamie Suzanne m'a appris cela. Pas sur la fraude, juste en général. Elle disait souvent, ma puce, un esprit vif et une bouche silencieuse t'emmèneront plus loin que n'importe quel cri. Elle avait raison sur ce point. Comme elle avait raison sur la plupart des choses. J'ai misé sur l'épreuve. Elle a misé sur l'apparence. Et je veux dire une dernière chose parce que je pense que c'est important. Cette histoire nous rappelle de manière brutale que la trahison vient souvent de ceux en qui nous avons le plus confiance, particulièrement lorsqu'il s'agit d'héritage et d'argent. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste entre la précipitation de la tante Valérie, qui pense que le bruit et les larmes suffiront à convaincre un juge, et la patience méthodique de la narratrice. En France, le système juridique est très protecteur envers les personnes âgées vulnérables, mais prouver l'abus de faiblesse ou la falsification de documents demande une rigueur absolue. La narratrice n'a pas cherché à se venger par la parole ou par le conflit direct, elle a utilisé son expertise professionnelle pour transformer sa douleur en une arme juridique imparable. C'est une leçon de maîtrise de soi, la colère est un moteur puissant mais seulement si elle est canalisée vers un objectif précis et factuel. La fin de l'histoire montre aussi que la justice finit par rattraper ceux qui manipulent la vérité, même si cela prend du temps. On voit que la cupidité peut détruire non seulement une réputation mais aussi toute une situation de vie, comme le montre le déménagement forcé de la tante. C'est un récit qui résonne avec beaucoup de familles qui ont vécu des déchirements similaires au moment du départ d'un grand-parent. Cela nous pousse à réfléchir sur l'importance de protéger nos aînés et de sécuriser les documents légaux bien à l'avance pour éviter que des prédateurs familiaux ne profitent de la faiblesse de l'âge. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation où un membre de votre famille a tenté de manipuler un héritage ou de profiter de la faiblesse d'un proche pour de l'argent? Comment avez-vous réagi face à cette trahison?